Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Génération News, l'émission qui vous informe sur les questions liées à la jeunesse. Le bonheur est-il un état d'esprit ou une réalité? En tout cas, tout le monde n'a pas la même définition de ce mot bonheur. Comment être heureux dans ce monde? Nous allons aborder ce sujet en première partie d'émission. L'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est en réalité? Comment être intelligent émotionnellement? Nous allons également aborder ce sujet en deuxième partie d'émission avec mes invités qui sont déjà sur ce plateau. Daniel, tu es conseillère commerciale. Merci d'avoir accepté l'invitation de Génération News. Merci à toi, Sirmé. Alpha, tu es journaliste. Merci également à l'habitude des lieux. Bonjour, merci Sirmé. Donatien, qui est également un ami de Génération News. Merci d'être là. C'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. C'est toujours un plaisir pour moi. Nous allons parler du bonheur. Je commence avec Daniela, ou Daniel. Alors, dis-nous, ou bien dites-nous, qu'est-ce que c'est en fait le bonheur pour toi? Alors pour moi, le bonheur, en fait, c'est d'abord un état d'esprit. Un état d'esprit qui après, en fait, on vise à ce que ça devienne une réalité. Parce que ce sont des objectifs, on se fixe des objectifs. Et lorsque ces objectifs-là sont réalisés, sont atteints, on considère qu'on est dans le bonheur. D'accord. Alors, elle a sa définition. Comme je disais tout à l'heure, tout le monde n'a pas la même définition du mot bonheur. Qu'est-ce que c'est de façon générale déjà, Alpha, est-ce que tu peux nous faire comprendre c'est quoi le bonheur? Alors, c'est difficile puisqu'il n'y a pas, comme elle le dit, ou comme tu le disais, une définition uniforme du mot, de l'expression. Et je dirais que le bonheur, ça dépend des personnes. Le bonheur dépend des circonstances, des contextes. Et c'est en fonction de cela qu'on pourrait définir le bonheur. Mais au-delà, justement, c'est-à-dire de cet aspect littéraire de la définition, je vais être un peu dans la philosophie pour poser la question, est-ce que le bonheur existe réellement? Puisqu'on ne l'atteint jamais, on est permanemment à sa quête, on court derrière lui. Et il nous guette tout comme le malheur. Je pense que c'est comme le jour, la nuit. On ne peut pas les dissocier. Donc, à partir de ce moment-là, peut-être que oui, il existe, mais est-ce qu'il existe de façon permanente? Est-ce qu'il est là de façon, je dirais, courante? Là, c'est une autre question qu'on peut se poser. Donc, c'est pour ça que je dis, il est définissable, mais en fonction du contexte, en fonction de la situation et bien entendu en fonction des personnes. Donc le bonheur, ce n'est pas de façon permanente et ça dépend des personnes. Est-ce que toi, Donatien, tu partages cet avis? Il disait tout à l'heure qu'on est à la recherche du bonheur et nous avons tous suivi ce film à la recherche du bonheur qui est très difficile peut-être pour certaines personnes, mais d'autres personnes te diront le contraire. Quelle est ta définition? Bon, déjà, s'il faut prendre une définition basique, le bonheur, en fait, c'est un état émotionnel. C'est un état émotionnel qui nécessite un équilibre, qui nécessite également une manière de voir les choses et dont la personne qui veut vivre cette chose-là a pour but d'atteindre une certaine satisfaction et des désirs dont elle trouve que cela est prioritaire. Donc il y a des priorités à atteindre et cela peut contribuer au bonheur d'une tierce personne. Donc le bonheur de manière... en fait, si je veux dire en gros, le bonheur, c'est on essaie de chercher la pleine satisfaction, les désirs qu'on a à l'intérieur, qu'on veut certainement extérioriser. Daniel parlait des objectifs, il faut atteindre ses objectifs, mais quand on n'y arrive pas, ça veut dire quelque part on ne vit pas son bonheur, Donatien? Non, pas forcément parce qu'on pourra parler, moi je dirais qu'on parlera de degrés. Parce que si on a certainement, bon, chacun a sa vie, mais s'il faut rester sur l'aspect des objectifs, il y a forcément des objectifs à court, moyen, long terme. Donc lorsqu'on a atteint des objectifs à court terme, quelque part ça suscite un bonheur en nous. Si par exemple je voulais peut-être apprendre à parler anglais, au bout de 6 mois que j'y suis arrivé, quelque part, il y a une satisfaction. Et ça entraîne un certain bonheur. Si par exemple plus tard j'ai un projet, peut-être une entreprise, plus tard à monter, qu'au fil du temps j'ai abouti, j'arrive à mettre en place cette entreprise, c'est aussi un bonheur que ça fournit. Mettre en place une entreprise, il y a certaines personnes qui ne se suffit pas en fait de ce qu'elles ont. Aujourd'hui, tu te dis, je vais créer une entreprise. Tu arrives quand même à atteindre ton objectif, mais tu n'es pas toujours satisfait. Il y a un problème quelque part, Daniel.
Tout à fait, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi il y a un problème, en fait, c'est parce qu'il reste des objectifs non atteints. Ce qui fait que peut-être le bonheur est là, mais il sera pas total. Mais dans la mesure où tu arrives quand même à réaliser ton objectif principal, c'est-à-dire créer une entreprise. Tu as pu créer, tu te dis, je donne un exemple, qu'en 2023, je vais créer mon entreprise, tu arrives quand même à le faire, mais tu n'es pas toujours satisfait. C'est comme s'il y avait encore d'autres objectifs. Est-ce qu'à un moment, il faut s'arrêter, se contenter d'abord de ce qu'on a aujourd'hui, et après peut-être voilà, se dire, bon, c'était un objectif principal, j'ai pu l'atteindre, pourquoi ne pas s'en réjouir? Ça dépend de l'état d'esprit de chacun. Certains peuvent se dire, bon, j'ai créé mon entreprise à la date prévue, je suis bien, je m'arrête à ça, je suis heureuse. D'autres peuvent se dire, non, il reste à faire. Après avoir créé mon entreprise, j'ai besoin qu'elle soit parmi les meilleures. J'ai besoin de faire entrer une telle somme d'argent dans mes comptes. J'ai besoin d'avoir un certain nombre d'employés. J'ai besoin, par rapport à cette entreprise, grâce à cette entreprise, de pouvoir faire, en fait, de pouvoir nourrir ma famille, de pouvoir réaliser beaucoup de choses. Donc, ce sera par degrés. Donc, d'abord, l'entreprise créée, ce sera un bonheur, mais pas tout à fait total. Ce sera partiel. Et après, au fur et à mesure que les objectifs sont atteints, là, le bonheur peut encore s'étendre. Mais être aussi trop pessimiste, tu risques de t'éloigner du bonheur, Alpha. Il faut être optimiste quelque part. Il faut positiver. Oui, je pense que c'est l'attitude des personnes quand même victorieuses, des personnes qui arrivent toujours à atteindre leurs objectifs, parce que ça ne sert absolument à rien d'être un éternel pessimiste aussi, puisque je pense que personne ne viendra dehors t'aider à arriver à atteindre tes objectifs, puisque d'abord c'est une question, c'est-à-dire c'est personnel, on a des objectifs. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas d'objectifs aussi, ils ont parfois besoin d'être boostés ça, par... c'est sûr, hein. Oui, c'est-à-dire c'est un peu compliqué. Il y a des gens qui se suffisent de peu, c'est-à-dire quand ils ont 100 francs, c'est bien, quand ils ont 1000 francs, c'est bien. Ils ne sont jamais à la recherche, comme on est en train de le dire, permanente de ce bonheur qui peut leur procurer. Peut-être que son bonheur, c'est le fait de se contenter des 1000 francs, oui, c'est phare. Oui, et on ne va pas tout à fait leur donner tort, puisqu'il y a un philosophe chinois du nom de Lao Tse qui nous dit que être riche, être heureux, c'est se contenter de ce que l'on a. Donc, à partir de cet instant, c'est vrai que, en tout cas, mais pour quelqu'un d'ambitieux, il peut trouver ça bizarre, il peut trouver le fait de se suffire à ce qu'on a, c'est-à-dire il peut trouver ça un peu bizarre. Mais comme je l'ai dit, à travers cette citation de ce philosophe chinois, bien entendu, on peut le laisser aussi dans cette quête de bonheur qu'il a. S'il ne dérange personne, le problème c'est s'il dérange la société, il se contente de ce qu'il a, il ne veut pas aller loin, il ne veut pas aller au-delà, comment on appelle, de ce qu'il a au bout de son nez. Là oui, la société peut quand même se fâcher, peut prendre des dispositions contre lui. Mais s'il se contente de ce qu'il a et qu'il ne dérange pas la société, oui, je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut le laisser. Voilà, peut-être que c'est aussi sa vision, c'est aussi sa façon de voir le monde. Se contenter de ce qu'il a, c'est bon. Et il y a aussi beaucoup de personnes, vous vous dites que bon, j'ai fait des erreurs dans ma vie et vous passez tout votre temps à regretter vos choix. Quelque part, vous n'allez pas vivre ce bonheur. Même si vous avez, je vais dire, vous êtes très jeune, vos parents veulent bien que vous puissiez vous marier et faire des enfants, mais vous faites un enfant hors mariage et vous passez tout votre temps à regretter cela. Vous ne pouvez pas vivre votre bonheur, Donatien. C'est pas possible. Parce qu'en fait, vous savez, tout être humain, autant que nous sommes, on fait des erreurs. Aucune personne ne pourra venir dire, et c'est cet aspect que je me permets de dire, il est mieux que chacun s'examine. Il n'est pas mieux de jeter la pierre à l'autre pour l'erreur qu'elle a commise parce que demain ça peut être non. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on apprend des erreurs. Et lorsque quelqu'un reste coincé, s'arrête sur ses erreurs du passé, en tout cas là, ce qui va se passer, c'est que la personne va tourner en rond. C'est-à-dire que ce sera un cercle vicieux. Elle ne va pas progresser. Donc il faudrait que cette personne puisse être en même de dire,
j'ai commis une erreur, je reconnais, mais comment est-ce que je peux, quel est le bien que je peux tirer de l'erreur pour ne pas commettre demain la même erreur et pour avancer. Et là, on pourra aboutir vers cette quête du bonheur. Mais si on reste sur la même position, c'est qu'on peut faire des années, on ne décolle pas. Et il y a des gens qui, malheureusement, dans ce volet-là, restent sur la même position et ils créent comme un mur. Oui. Comme un mur, ils se radicalisent, ils restent comme ça et puis après... Et même pire, il y a beaucoup de personnes qui aiment se comparer aux autres. Voilà, j'ai pas de voiture, pour moi mon bonheur c'est avoir ma voiture, ce qui n'est pas mauvais, voilà. Mais se comparer aux autres, quelque part aussi, on se prive de son bonheur. Ton temps viendra, c'est même rédhibitoire parce que ce qui est sûr, vous pouvez pas être l'autre, vous êtes vous. Donc, Daniel, par rapport à ça, est-ce que ça vaut la peine de se comparer aux autres? Non, ça ne vaut pas la peine. D'autant plus que le bonheur des autres, en fait, ne peut pas certainement faire ton bonheur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je peux un petit peu rebondir tout à l'heure sur le cas d'une fille-mère, par exemple, qui a eu un enfant avant de se marier. Après, certes, la société est un petit peu derrière elle, la famille, c'est un peu difficile. Et elle ne va pas, si elle n'a pas un certain état d'esprit, elle ne va pas profiter de ce bonheur d'avoir un enfant. Oui, effectivement. C'est ça d'abord le vrai bonheur. Après, certes, la société, la famille, on ne pourra pas les empêcher de pouvoir parler, de dire des choses sur cette personne. Mais d'abord, de pouvoir profiter de ce vrai bonheur qui est d'avoir un enfant et ce qui n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont mariées et qui n'ont pas d'enfants. Peut-être qu'elles auraient aimé dans le passé commettre cette erreur qui, d'une certaine manière, est un bonheur. Alors, Alpha, il sourit, il a envie de réagir. Vas-y, oui, tu peux réagir. C'est vrai que je m'impatiente, c'est vrai. Voilà, je m'impatiente. Mais je vais revenir sur la question qui a été posée tout à l'heure par rapport à la comparaison. Daniel n'était pas d'accord. Moi, je pense que se comparer à autrui pour mieux faire, se comparer pour prendre des ailes, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose que j'encourage d'ailleurs. Il m'est arrivé dans ma vie d'être jaloux de certaines personnes, mais pas une jalousie négative, pas une jalousie, je dirais, qui me conduirait vers un mal-être envers moi-même, mais une jalousie pour mieux faire, une jalousie pour aussi être comme l'autre, puisque je trouve qu'il est quand même arrivé à, comment on appelle, à une stature sociale qui est assez importante. Et je me dis comment je vais atteindre ces objectifs, c'est justement en me battant, c'est justement en le prenant comme modèle, comme référence pour y arriver. Donc c'est pour ça que je dis que prendre l'autre comme repère, ça par exemple, ça ne dérange pas. C'est différent, prendre l'autre comme repère, comme tu l'as dit, mais être jaloux jusqu'à ce que tu veux tuer ton frère comme Caïn et Abel, c'est autre chose. Non, pas tuer, pas cette jalousie, c'est-à-dire je ne suis pas dans cet extrémisme, c'est-à-dire aller au bout de... Non, c'est pas ça. Mais être jaloux du bonheur d'autrui pour mieux faire, justement, je dis. Pas être jaloux pour empêcher, pour faire du mal. Mettre les bâtons dans les roues, par exemple, quand tu vois l'autre exceller. C'est pas ça. C'est pas ça. Okay. Quand on voit une amie avec laquelle on a grandi avoir une voiture, oui, on peut être content et derrière piquer une petite jalousie pour aussi être comme lui, pour aussi chercher à voir ce qu'il a. Mais justement, pas lui faisant la guerre. Non, ça t'est déjà arrivé? Tu voulais acheter, tu as vu ton ami avec une voiture, tu t'es dit pourquoi pas? Non, le matériel, c'est pas trop mon... Bon, c'est pas trop mon dada, quoi. Non, sincèrement, en âme et conscience. Non, en âme et conscience. En âme et conscience, là, présentement, modestement, j'ai une voiture que j'ai laissée dans mon pays et tout ça. Mais voilà, j'en parle pas. Ça c'est vraiment sur le plan physique, voilà, c'est exactement ce bonheur-là pour certaines personnes. Tout à fait. Mais intérieurement aussi, on peut ressentir ce bonheur-là quand on est en paix avec soi-même. En donation. Effectivement, parce que c'est comme je disais tantôt, en principe, le bonheur est d'abord intrinsèque avant de sortir. Donc s'il y a des gens qui parleront de la paix du cœur, on peut voir quelqu'un, il est là, parfois les gens s'agitent autour de la personne elle est calme. Parfois, c'est familial dans nos familles. Tout le monde s'agite, on a un problème qui nécessite peut-être énormément d'argent, bien c'est un problème de santé. Tout le monde s'agite, mais il y a une personne dans la famille qui est calme.
On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Mais la personne dit, j'ai la paix du cœur. Et ça ne peut pas s'expliquer, c'est intérieur. Maintenant, après, on peut réussir à faire sortir ça pour essayer aussi de faire bénéficier les autres, tout en venant vers la personne, mais comment est-ce que tu procèdes, qu'est-ce que tu fais, comment s'explique le fait que tu es en paix, tu as ce bonheur intérieur, et puis nous on peut ressentir, parce que vous savez, lorsqu'on parle de bonheur, le bonheur se ressent, ça se vit. C'est-à-dire que quand ça quitte déjà l'intérieur vers l'extérieur, notre entourage peut constater qu'il y a eu un changement. Et là, forcément, il y a des curieux qui veulent vraiment aussi vivre cette chose, mais il y a aussi des gens qui sont mal intentionnés, qui veulent arrêter ça. Est-ce que quelque part aussi, il n'y a pas des gens qui sont un peu hypocrites? Du genre, quand tu le vois, il est joyeux, mais au fond, il n'est pas vraiment heureux. Daniel, est-ce que tu as déjà vu ce genre de personnes? Je pense qu'à un moment donné, ça va se refléter sur soit sa façon de faire, ou même sur son visage. Il y a des choses qu'on ne peut vraiment pas cacher, parce que le bonheur, c'est quelque chose qu'on ressent au plus profond de nous, et qui se matérialise sur notre visage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est heureux, il y a des personnes qui ont cette aptitude, par exemple, malgré tous les soucis qu'ils ont, à avoir ce bonheur-là. Mais ce n'est pas forcément qu'ils sont en train de simuler. Ils sont comme ça. C'est des gens qui sont à l'aise dans tout, qui ne prennent rien pour rien. Ils sont tranquilles. Est-ce que ça, c'est pas aussi dû à une éducation? Peut-être que tu as grandi dans une maison où papa et maman disaient qu'il faut être heureux, tu es beau, tu es belle, tout à fait. Il faut garder des bonnes relations avec tes voisins, Voilà. avec tes amis, et tu grandis avec, ça devient une éducation pour toi. Et tu es joyeux, tu n'es pas peut-être certaines personnes qui n'ont pas vécu la même chose que toi quand tu étais enfant. Tout à fait, surtout si ce sont des parents aussi, donc c'est des exemples que je donne, des parents qui t'ont appris à te suffire de ce que tu as. Si tu as une jupe et un petit haut, même si c'est celui que tu laves tous les jours, tu es heureuse avec cet habit. En fait, ils apprennent aux enfants à se suffire de ce qu'ils ont. Et ça ferait le vrai bonheur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, tu peux voir demain ta cousine avec qui tu habites dans la même maison. Peut-être qu'il y a beaucoup plus d'habits, de chaussures que toi. Mais si tu es bien avec ce que tu as, tu es heureuse. Mais c'est ce qu'on t'a inculqué. Bon, après, il peut y avoir les influences. À un moment donné, on peut grandir et se dire, oui, mes parents m'ont dit que oui, ça me suffit, mais moi, je vois que non. Parce que ma cousine, aujourd'hui, elle se sape bien. Tous les hommes lui courent après. Moi, avec ma vieille jupe et mon chemisier un peu effiloché, là, c'est vrai que je suis heureuse. Mais je vois personne derrière moi. Et là, l'état d'esprit commence à changer. On se dit, tiens, moi, je vais... Après ça, on parlera de complexe aussi. Oui. Parce qu'on peut parler, déjà le complexe, je le trouve parfois assez négatif. Pourquoi? Parce que si quelqu'un, par exemple, a reçu une très bonne éducation, et que quelque part, elle se laisse influencer par l'extérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a peut-être pas été bien réglé, qu'il faudra peut-être réorganiser. Parce que si, par exemple, les parents ont donné cette éducation à l'enfant, il faudra aussi que les parents continuent aussi à veiller, continuent à suivre et continuent à donner des conseils. Moi, je vais citer par exemple un sportif ici, je ne veux pas citer le nom. Moi, j'ai aimé particulièrement son histoire parce que son niveau d'humilité fait que le bonheur qu'il vit aujourd'hui, il le partage avec ses proches. Quand j'ai regardé un peu son histoire, j'étais ébloui parce que c'est quelqu'un qui dit que quand il jouait au foot, il n'avait même pas une paire de plastique. Il jouait pieds nus. Il n'avait pas de ballon, mais aujourd'hui, il fait bénéficier ça aux enfants de son village. Et construit des établissements. Il fait beaucoup de choses, en fait, mais c'est là où on comprend que le bonheur peut se Est-ce que tu veux parler de notre cher joueur international, Sadio Mané? Non, mais tu peux le dire. Je parle de lui. C'est-à-dire que son bonheur devient maintenant ce qu'on appelle communicatif. Il communique son bonheur. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit... J'ai pas eu tout ce que je voulais quand j'étais enfant, mais aujourd'hui, est-ce que je peux pas en faire bénéficier? Mais il construit des stades de foot, des dispensaires, des écoles, mais c'est ça aussi la C'est son bonheur, et il est très, très joyeux, très content quand il voit les autres aussi s'en réjouir. Tout à l'heure, quand Daniel, je sais pas pourquoi je t'appelle Daniela, Daniel parlait tout à l'heure, Alpha, tu voulais réagir? Je voulais réagir, mais maintenant je vais réagir aussi au propos de... Ah d'accord, il a changé là. Voilà, de mon cher ami. D'abord. Je ne veux pas être un peu catégorique en prenant le cas de Sadio Mané, ce n'est pas réellement ce qui m'intéresse. Tu parlais d'un bonheur
voilà, entre guillemets, contagieux. De l'autre côté aussi, pour d'autres personnes, je ne parle pas de lui, je précise, mais pour d'autres personnes aussi, ça peut être un sentiment d'extravagance et de réussite. Revenir au village, montrer que j'ai réussi. On croyait que je n'allais pas réussir, maintenant je suis là. Les tantes, regardez-moi. Donc c'est pour ça que je dis... on parle pas, j'ai bien dit ce que tu as dit, tu ne parles pas de lui. Non. C'est juste un point que tu soulèves. Non, exactement, c'est juste un point que je soulève pour montrer que revenir au sein de la communauté peut aussi être une réponse, peut aussi être une gifle qu'on donne à la société. Oui. Pour leur dire, à un moment donné, c'était chaud, il n'y avait personne, on m'a abandonné, on m'a insulté, mais aujourd'hui je suis là. Et d'autres personnes deviennent encore plus complexées. Moi, je pense que pour aller dans le même sens que lui, en fait, je crois quand même que c'est dû à l'éducation du personnage. Bon, quand je parle du contexte de Sadio, j'ai pris le temps de décortiquer. Oui. En fait, lui, je crois qu'il a eu cette éducation très modeste. Ce qui fait que ça n'a pas changé la personne. Moi, je vois dans ce milieu-là du sport, il y a des sportifs, il y a même des fans qui veulent s'approcher. Il dit non, ne viens pas vers moi. Mais lui, il est ouvert. Il discute comme si c'était quelqu'un qui passe ses vacances dans son village à Bambali, joue au foot sous la pluie, comme si... Mais ça, c'est un niveau en fait d'éducation qui a juste perduré. Aujourd'hui, on voit les fruits. Mais il y a des gens, d'autres footballeurs, moi j'en connais un, je ne veux pas citer par contre son nom. Lui, je me rappelle, un jour, il roulait à pied, il va aller dans sa Bentley, c'est une voiture de luxe. Et la police l'arrête et lui dit, vous allez me faire quoi, je suis riche. Ah là là, il y a certaines personnes qui disent je suis le fils d'eux. Oui, le fils d'eux, donc ça va maintenant, ça dépasse maintenant, ça prend certaines proportions qui deviennent maintenant un manque de respect et puis un manque de savoir-vivre. Mais alors que le bonheur, au-delà du fait de l'intérieur, il peut vraiment être contagieux et puis faire du bien aussi. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes-là qui n'arrivent pas aujourd'hui, je vais m'adresser à toi, Daniel, ces personnes qui n'arrivent pas à vivre leur bonheur? Tu es là, tu penses à Sadio Mané, alors qu'il a une histoire. Il a commencé, bon aujourd'hui en tout cas c'est Sadio Mané, il a une histoire et il est heureux, mais il a un parcours quand même. Les gens ne voient pas ce que la personne a vécu au tout début de son histoire. On ne voit que les résultats. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes qui nous suivent aujourd'hui, qui sont, on va dire, un peu complexées, voilà, des stars? Moi, ce que je peux donner comme conseil, ce que je peux dire, c'est que en fait, chaque personne a son parcours. Il faudrait d'abord ne pas se dire que voilà, telle personne aujourd'hui est devenue riche, je vais l'envier et autres. D'abord savoir comment est-ce qu'il a fait pour arriver à ce niveau-là. Certainement, il a dû beaucoup galérer. On ne connaît jamais exactement le parcours de la personne. Et il faudrait d'abord, comment dirais-je, apprendre à d'abord connaître, ensuite voir le parcours de la personne et puis savoir comment est-ce qu'elle a fait pour arriver à ce bonheur. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, ce sont des objectifs à se fixer. Oui. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ça peut créer c'est de l'ambition en fait. Est-ce qu'on va passer tout son temps aussi à regarder un peu le parcours de chacun? Non, pas regarder le parcours de quelqu'un. Mais comme on a tout à l'heure dit, un petit peu, on peut se suffire de peu pour être heureux. Peut-être ne pas trop être un peu trop, dirais-je, suffisant ou peut-être jaloux. Parce que tout à l'heure, Alpha, il a abordé un sujet par rapport à une jalousie. Ça peut être une jalousie saine ou malsaine. Parce que si on ne sait pas gérer cette jalousie-là envers autrui pour qu'elle nous permette d'avancer, on va faire autre chose. Certes qu'on va dépasser notre prochain, mais on peut aussi lui faire du mal si on ne sait pas canaliser cette jalousie-là. Donc d'une certaine manière, cette jalousie-là, on va la prendre en bien pour nous permettre à nous de pouvoir évoluer, atteindre ce bonheur-là. D'accord. Et Alpha, tu voulais réagir par rapport à ce qu'elle disait tout à l'heure? Pas vraiment, puisque finalement, elle a chuté sur l'idée que je voulais faire ressortir. Parce qu'elle parlait du parcours d'une star, il faut prendre du temps, comprendre ce que la personne a vécu. C'est important de le faire, mais parfois ça peut aussi être compliqué, parce que quand on n'est pas assez motivé et qu'on regarde les difficultés qu'autrui a vécues, ça peut nous décourager, on peut se dire, mais attends, voilà, c'est-à-dire il a tellement vécu que moi je n'ai pas assez de patience pour faire tout ça quand même. Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde bousculé où les gens n'ont plus le temps, tu vois.
n'ont plus de patience aussi. Les jeunes veulent arriver à... Excuse-moi de t'interrompre, mais tout à l'heure tu disais qu'il faut prendre l'exemple, un modèle. Oui. Si cette star est un modèle, tu ne vas pas t'arrêter sur ses résultats. Oui. Il faudrait quand même savoir comment elle a commencé et aujourd'hui, quels sont les résultats. Quelque part aussi, ça ne veut pas dire que vous allez perdre votre personnalité. Non, vous gardez votre personnalité, mais cette star devient pour vous un modèle. Oui. Et je vais vous donner l'exemple d'un dictateur que j'aime bien. Je ne sais pas pourquoi je l'aime bien, mais je reconnais quand même que c'est un dictateur, Fidel Castro. Je suis fasciné par cette personne, et par l'histoire de Fidel Castro, qui est un enfant naturel et qui a vécu dans des conditions très difficiles et qui n'a même pas été reconnu par son papa au départ et tout ça. Bon, je ne suis pas son biographe, mais quand vous suivez l'histoire de Fidel Castro, jusqu'au niveau de la Sierra Maestra, c'est-à-dire les montagnes cubaines, où il a combattu avec les Che Guevara. Tu nous emmènes loin, mais moi j'ai besoin de savoir, est-ce que c'est un état d'esprit ou bien une réalité? C'est vrai qu'on a donné beaucoup de points, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie, mais qu'est-ce qu'on peut retenir très, très rapidement? Un état d'esprit ou bien une réalité? Ou les deux? Je dirais les deux. D'accord. Voilà, les deux. Puisque l'état d'esprit, il peut être expulsé du corps, il peut être expulsé de l'esprit pour justement pousser, être un facteur d'action. Un facteur d'action, on peut être également intelligent émotionnellement. On en parle dans la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Bienvenue dans la seconde et dernière partie de Génération News et nous allons aborder notre deuxième thématique qui parle justement de l'intelligence émotionnelle. Quels bénéfices pour sa santé? Alors, j'aimerais bien savoir quels sont ces bénéfices. Là, je suis toujours avec mes invités, Donatien, Daniel, Alpha. Avec toi, Donatien, aujourd'hui, on parle d'intelligence émotionnelle. Comment est-ce qu'il faut faire pour être intelligent émotionnellement? Bon, déjà, il faudra partir d'une petite définition. Selon deux psychologues, on a Peter Salovey et John Mayer. Ils vont dire que l'intelligence émotionnelle se réfère à la capacité de reconnaître, de comprendre et de maîtriser ses propres émotions et de composer celles-ci avec les émotions d'autres personnes. Donc c'est pas très loin de ce qu'on appelle l'intelligence sociale. Autrement dit, qu'ici, il est question de quoi? Il est question de la maîtrise de soi, il est question de l'autorégulation, l'empathie, tous ces éléments-là qui permettent à l'homme, en fait, de bien vivre avec lui-même et avec son entourage. D'accord. J'aime bien ce que tu dis, l'empathie, comment vivre avec les autres. Et Daniel, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à cette thématique, l'intelligence émotionnelle? Cet aspect est important pour une personne. Ça ne s'arrête pas seulement en famille, ça va plus loin, même dans le monde professionnel. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui à toutes ces personnes-là, peut-être qui ne connaissent pas l'intelligence émotionnelle? C'est quoi exactement? Ça fait d'une certaine manière, comme il l'a dit, c'est cette aptitude à pouvoir canaliser, gérer ses émotions face aux autres, à une situation également donnée. Donc aujourd'hui, si on donne l'exemple en entreprise, avoir cette intelligence émotionnelle va nous permettre de pouvoir, comment dirais-je, négocier, être d'abord un bon négociateur. Lorsque certaines situations se présentent en entreprise, on saura comment utiliser ces émotions-là de manière intelligente pour pouvoir s'adapter à une situation donnée. Donc savoir comment faire, parce qu'on sait que lorsqu'une émotion survient, on ne réfléchit pas. Oui. On est d'abord trop submergé par cette émotion-là. Mais à partir du moment où on l'utilise de manière intelligente par rapport à la situation pour pouvoir s'en sortir de manière toujours intelligente, là, on sait comment gérer et canaliser Ces émotions sont des ressentis. Tout et à accepter ces ressentis, c'est développer ses compétences, ses aptitudes. Tout à fait. Alpha, on va parler de l'aspect professionnel peut-être tout à l'heure, mais ce que je veux savoir là actuellement, Alpha, comment on peut faire pour mieux gérer ses émotions? Je rappelle quand même qu'il y a des émotions négatives et positives. On reste sur les émotions négatives, entre autres.
la peur, l'anxiété, la rogne, et aussi la haine. Il y a certaines personnes qui ont ce genre d'émotions. Comment faire pour gérer cela? Ce n'est pas mauvais. Je répète, ce n'est pas mauvais d'avoir des émotions, mais il faut savoir les canaliser. Comment faire justement? Je répondrai par évoquer un philosophe, encore que j'aime bien, qui nous dit « connais-toi toi-même ». Si ma mémoire m'est toujours fidèle, je pense que c'est Socrate, si ma mémoire m'est fidèle. Voilà. Connais-toi toi-même, c'est une phrase mais qui trouve très son profond. sens très profond, très sage, qui trouve son sens dans tout ce qui concerne le cœur, tout ce qui concerne l'esprit. Parce que dans ce connais-toi toi-même, justement, il y a les émotions. Savoir comment réagir, savoir qu'à réagir, et savoir qu'il y a des conséquences et que chaque acte que nous posons a des conséquences et que justement, ces conséquences peuvent avoir une influence sur notre vie. Ça peut impacter considérablement notre vie. Donc à partir de ce moment-là, se connaître soi-même justement pour ne pas impacter notre vie et avoir des surprises. Comment canaliser ces émotions, c'est pas facile. C'est vrai que dans on est humain justement, dans se connaître toi-même. C'est parfois difficile de se connaître puisque parfois on est confronté à des situations et la réaction que nous avons nous surprend nous-mêmes. On se dit mais comment j'ai pu agir comme tel? C'est-à-dire dès que nous quittons ou dès que nous reprenons nos esprits, on se rend compte que vraiment on a fait une gaffe et que ça n'en valait pas la peine peut-être de s'emporter autant ou d'avoir été passif autant, tu vois. D'accord. Alors, toujours dans le même sens, je vais m'adresser à toi, Donatien. Pour quelqu'un qui n'arrive pas à bien gérer ses émotions et qu'il y a un cas, une situation, est-ce que c'est pas mieux peut-être de revenir après, dire à la personne que je me suis mal comportée? Quelque part, certaines personnes ne sont pas humbles. Et l'humilité ne veut pas dire que tu es faible. Oui. L'humilité n'est pas un signe de faiblesse. Mais bon, la meilleure manière même d'agir, ce serait de venir s'excuser. Parce que si, par exemple, vous avez heurté peut-être la sensibilité de quelqu'un, peut-être en parlant d'une certaine manière ou en posant un certain type d'acte, il serait mieux après de descendre, revenir, vraiment, je suis désolé, j'aurais pas dû. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tout être humain a un premier juge, sa conscience. À chaque fois qu'on posera un acte qui n'est pas convenable, ça peut parfois être l'effet de la foule, hein, parce qu'on est avec des amis, donc il a joué un peu au dur, mais il s'est comporté mal. Mais lorsqu'on rentre chez soi, notre conscience nous reproche. Mais tu n'aurais pas dû faire ça, tu n'aurais pas dû. Donc ce qu'il faudra faire, l'humilité et puis la bienséance voudrait qu'on aille vers la personne s'excuser. Et je crois qu'en posant un tel acte, on aurait grandi d'un cran. Et le lendemain, si un jour la même situation se reproduisait, je crois que en ayant vécu cette situation, on peut facilement rectifier le tir. Exactement. Oui. Et dans la conscience de soi, on parle de l'estime de soi, Daniel. Pour quelqu'un qui ne s'aime pas, est-ce que cette personne pourra bien gérer aussi ses émotions? En fait, qu'on a peu d'estime pour soi, c'est un peu difficile de pouvoir gérer ses émotions. Parce que c'est, comme on dit, il faut avoir cette aptitude à pouvoir canaliser. Mais si on a tellement entendu les choses, que tu es une méchante fille ou tu es un méchant garçon, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, tu es incompétent, après il y a un complexe, on se dit on ne vaut rien. Comment on peut arriver vraiment à dépasser toutes ces choses-là? Il faut juste savoir tirer en fait, le bénéfice de tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si d'une certaine manière on est là, on se retrouve à être sermonné de tous les côtés, qu'on est mauvais, qu'on n'est pas bien et tout, il y a forcément quelque chose de bien en nous que les autres n'ont pas vu. Je pense que c'est ce côté qu'on devrait développer pour leur montrer que ce que vous voyez vraiment de moi, ce n'est pas ce que je suis. Voilà mon bon côté. Et moi, je vais vous apprendre à aimer ce côté, en fait, ce bon côté que j'ai. Oui. Et peut-être qu'à un moment donné, ils ne verront plus le reste. D'accord. Parce que j'aurais su me relever de tout ça et voir le bon côté que j'ai et pouvoir imposer ce côté-là. D'accord. Et tout à l'heure, je crois que c'est toi qui parlais de l'empathie, ce qui est différent aujourd'hui de la sympathie. Aujourd'hui, quelqu'un a un décès, on dit au Sénégal Massa, en Côte d'Ivoire Yako, mais ça s'arrête là. Tout à fait. Mais l'empathie, c'est vraiment être à la place de l'autre, comprendre pourquoi une telle réaction. Alpha, comment développer en fait cette empathie? Premièrement, d'abord, s'aimer
s'aimer. Et parce que quand on s'aime, on connaît l'importance de l'être humain, parce qu'on est d'abord humain. Et quand on s'aime, on sait qu'on n'est pas supérieur à l'autre, que tout ce que l'on fait, l'autre également il le fait. Si on dort, l'autre aussi il dort. Donc à partir du moment où on s'aime, où on développe quand même cette aptitude à se respecter soi-même, on respecte son prochain. Je pense que c'est indissociable. Mais quand justement on ne s'aime pas, quand on n'a pas l'estime de soi, mais cette expression, j'aimerais revenir là-dessus parce que pour moi, l'estime de soi, c'est aussi un concept qui est un peu difficile à comprendre. Parce que selon moi, il est au milieu, borné entre l'humilité et l'arrogance. C'est-à-dire, si on ne fait pas attention, on est dans une humilité qui parfois gâche les choses, mais de l'autre côté aussi, si on ne prend pas conscience, on bascule facilement dans l'arrogance et finalement l'estime de soi est assez... Il y a une différence, être sûr de soi ou encore être trop sûr de soi. C'est là où intervient justement l'arrogance. Oui, mais le hiatus n'est pas grand en fait. La frontière, le fossé n'est pas trop grand parce que c'est un début. On a d'abord une confiance et après, comme il le disait tout à l'heure, après ça peut évoluer. Voilà, ça peut évoluer avec le pouvoir, ça peut évoluer avec une jolie femme, ça peut évoluer avec un poste de responsabilité ou une belle voiture. Voilà, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, j'ai pas besoin de voiture pour l'instant parce que voilà, c'est pas facile, tu vois. Donc la confiance en soi également. Oui, la confiance en soi, elle implique quand même de développer certaines aptitudes, tu vois, parmi lesquelles, comme je l'ai dit, s'aimer soi-même, et parmi lesquelles c'est-à-dire comprendre son environnement, comprendre sa société. À partir de ce moment-là, je pense qu'on peut vivre en harmonie avec les gens, être un Sadio Mané, on va encore parler de lui, c'est-à-dire avoir une éducation qui nous permet justement, quel que soit le degré de réussite que nous atteignons, d'être au même niveau que tout le monde et de comprendre qu'on n'est pas différent des autres. L'intelligence émotionnelle peut être un concept nouveau pour certaines personnes, mais Donatien, aujourd'hui, on voit dans certaines écoles, on n'en parle même pas. On ne parle pas d'intelligence émotionnelle, ça ne s'apprend pas à l'école. Et c'est au fur et à mesure, quand tu fais face à une situation, tu te rends compte que non, j'ai mal réagi. Et qu'est-ce que ça peut apporter aujourd'hui? Quels sont les avantages quand tu arrives à bien gérer tes émotions, que ce soit en milieu professionnel ou familial? Les avantages. Il y a énormément d'avantages. Avant de parler d'avantages, je voudrais, pour revenir un peu sur les deux points dont ils ont parlé. En fait, ce qui est intéressant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, lorsqu'on parle de se connaître soi-même, doit de temps en temps faire ce qu'on appelle des examens de soi. Oui. S'examiner soi-même, regarder son entourage. Une auto-analyse. Et aujourd'hui, même on parle de ce que j'ai fait, certaines recherches, je me suis rendu compte que la plupart même des gens qui maîtrisent certains domaines, parfois n'ont même pas fait la formation. On va parler d'autodidacte. Donc autodiscipline, donc il faut s'analyser. Mais aujourd'hui, être en même de bien gérer ses émotions dans la famille et dans le milieu professionnel, c'est beaucoup d'avantages. Oui. Hormis les avantages, c'est les responsabilités. Parce qu'on dira, mais tel a toujours une manière d'agir face aux situations les plus délicates. Je crois qu'on peut lui donner telle responsabilité. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas des inconvénients aussi? J'aimerais bien qu'on développe sur les avantages, on viendra après. Oui, en fait, quand je parle d'avantages, c'est-à-dire que par rapport à la posture, la manière de faire, on aura toujours un regard vers la personne parce qu'on pourra toujours dire, cette personne a toujours une manière de prendre les choses, de voir, la manière de donner les conseils. Donc, est-ce qu'on ne va pas c'est un leader, en fait. C'est un leader. Là, on voit déjà une forme de leadership. Et même, c'est même comme ça aussi que certains parents détectent ça chez les enfants. Il y a certains enfants qui ont cette capacité de réunir. Quand il y a d'autres qui ont la capacité de disperser. Donc, en fait, ce sera un gros avantage et dans la famille et en entreprise. Et en entreprise, généralement, lorsque les chefs ou bien les patrons détectent ça chez certains employés, facilement les responsabilités suivent. C'est-à-dire que c'est quelque chose, on va parler de cause à effet. Ça va ensemble en fait, ça ne peut pas les séparer. Maintenant, après, il peut aussi y avoir des inconvénients, mais c'est très avantageux de bien gérer. Certains sont plus intelligents émotionnellement que les autres. Oui. Est-ce que c'est dû un peu à l'éducation ou pas, Daniel? Tu vas réagir, hein, Alpha. T'inquiète. Oui, Daniel, est-ce que tu l'as remarqué cela ou pas? Certains sont plus intelligents émotionnellement que les autres. C'est dû à leur éducation? Je pense que ça se passe depuis le bas âge. Parce qu'aujourd'hui, un enfant qui depuis le bas âge a quand même reçu assez d'amour, je peux dire,
à qui on a su faire gérer ses émotions, parce que tout se passe depuis le bas âge. Celui-là, je pense qu'en grandissant, il va avoir d'abord une certaine estime de soi, il aura confiance en lui. Et à partir du moment où il a confiance en lui, il peut quand même pouvoir gérer ce qui va venir. En même temps, il se met à la place des autres quand il y a une situation. Tout à fait. C'est un rassembleur. Voilà, il peut gérer tout ce qui est groupe. Il est très sociable, il est empathique et il saura en fait gérer certaines situations à venir. D'accord. Et c'est des responsabilités qui viennent. Alors, Alpha disait tout à l'heure qu'il y a des inconvénients. J'aimerais bien t'écouter par rapport à ça. Quels sont ces inconvénients-là? Oui, je parlerai des inconvénients, mais je vais aussi répondre rapidement et très rapidement sur les propos de Daniel, qui parle de l'éducation en famille. Au-delà de ça, oui, c'est vrai, c'est un aspect quand même qui est réel, que je ne peux pas, au nom du scepticisme ou au nom de la philosophie, monsieur le philosophe, l'apprenti, tu vois, au nom du doute, que je ne peux pas remettre en question. Mais au-delà de la famille, est-ce que parfois ce ne sont pas des aptitudes qu'on développe quand on grandit aussi? Très probable. Oui. Est-ce que par exemple un enfant qui a été un enfant battu, est-ce que ce dernier par exemple ne peut pas, lorsqu'il va grandir, prendre ça et dire que moi je ne serai pas violent, je vais, tu vois. Donc parfois je me dis qu'il y a aussi des aptitudes que l'être humain aussi. Ça veut dire qu'il a observé peut-être des bonnes choses autour de lui et qui fait qu'aujourd'hui, ou bien ces choses qui font qu'aujourd'hui, cet enfant-là change. Au-delà de son éducation, il y a son environnement, il y a lui-même l'analyse qu'il fait, puisque quand il grandit, il comprend que certaines choses n'étaient pas bien, que certaines choses étaient vraiment très bien. Tu vois, par exemple, que mes parents, si je prends mon exemple, et mes parents m'ont gâté quand j'étais enfant, c'est-à-dire gâté, pas dans le sens on me laissait tout faire, pas ça, pas se laisser aller, laisser faire, mais je ne pleurais pas parce que je voulais acheter quelque chose, ils étaient vraiment là, présents. Là, présentement, on ne vit pas ensemble, mais il faut voir jusqu'à présent comment ma maman, comment mon papa s'inquiète, ils pleurent même à la maison, puisqu'ils ne savent pas si j'ai mangé, ils ne savent pas, voilà, tu vois. Donc, mais au-delà de ça, je leur dis souvent, mais j'ai 25 ans, je suis quand même grand, on me voit comme un bébé, mais laissez-moi me débrouiller. Vous ne pouvez pas être là jusqu'à Einstein. Tu vois, c'est avec ça que j'arrive vraiment à les calmer. Donc, mais l'éducation que j'ai reçue, c'est une éducation assez douce, assez sucrée, entre guillemets. Voilà, papa, maman, ils sont tous là. Mais au-delà de ça, quand j'ai grandi, j'ai compris qu'il fallait se détacher de ça. Puisque je ne finirai pas toute ma vie avec un biberon à côté de maman. C'est pas intéressant. D'accord. Pour revenir à ta... Les inconvénients, oui. Les inconvénients... Bon, je ne sais pas si tu aimerais bien aborder cela, mais permets-nous quand même de développer un peu sur tout ce qui est intelligence émotionnelle, côté positif. Après, on parlera des inconvénients. On parle d'intelligence émotionnelle. Il y a également les compétences qui concernent cet aspect-là. Les compétences relationnelles en milieu familial, professionnel, il faut favoriser la communication. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas communiquer. Quand tu as un souci, tu as un besoin, beaucoup de gens, c'est plutôt la colère. Elles ont une façon de s'exprimer, c'est plutôt la colère qui prend place. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Oui, je pense que c'est comme manger, c'est comme boire, ça s'apprend la communication justement. C'est pour ça qu'il y a des écoles de communication. Il y a des instituts qui se créent, il y a des coachs qui se sont lancés dans cette discipline pour justement aider les gens à pouvoir communiquer, puisque il y a un livre que j'ai lu qui dit « La parole gouverne le monde ». Donc, quand on maîtrise la parole, quand on parle bien, et forcément, ça impacte les relations humaines, les relations sociales, professionnelles et même amoureuses qu'on a avec une personne. Voilà. Mais quand on a la gifle facile, quand on a la langue lourde, bien entendu, ça peut être très compliqué. Tu vois, partout où on passe, quand même, les gens se diront « Méfiez-vous de ce bonhomme ». Il y a quand même un aspect, une personne peut être spirituelle. C'est-à-dire que tu connais tous les documents que vous connaissez spirituels, tu as toutes les connaissances possibles, mais incapable de gérer ses émotions. Il y a un problème quelque part. En fait, la bagarre à ce niveau, à quel niveau? En fait, moi, je suis de ceux qui croient qu'arriver à un certain niveau, il faut être plus pragmatique que théorique. La meilleure manière de comprendre
de gérer ses émotions. Si, exemple, pour les personnes qui aiment lire tout ce qui est spiritualité, il serait peut-être bien de dire comment est-ce que je veux commencer à pratiquer ça pour voir les résultats sur ma propre vie, afin d'être un exemple aussi autour de moi. Parce que la difficulté se pose à quel niveau? C'est un peu comme le médecin qui va dire « fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais ». Peut-être il est en train de fumer, il te dit « il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire ». Mais il te dit « fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais ». Donc la difficulté, très souvent, c'est au niveau de la pratique. Il faudrait vraiment qu'on se mette à pratiquer. C'est-à-dire que quelqu'un qui est colérique, par exemple, moi je conseille à la personne d'aller faire des cours de boxe. Pourquoi ne pas déverser sa colère sur... Il y a des espèces de, j'ai oublié le nom, où on tape les coups. Il y a d'autres personnes qui peuvent, on peut mettre tout un nombre d'exercices autour des personnes. Pour une personne, par exemple, qui paraisse beaucoup, peut-être commencer à lui dire, bon, parfois on peut accompagner la personne, parce qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas la capacité de se mouvoir seuls. Il faut qu'on les accompagne. Maintenant, pour ceux qui peuvent, on peut mettre des exercices. Par exemple, la personne peut dire, il faut aller marcher, il faut aller courir, ou bien commencer à apprendre à jouer un instrument de musique, par exemple. Donc, ces éléments-là feront qu'on pourra tout doucement commencer à canaliser ces émotions. D'accord. Et même en entreprise aussi, c'est vrai qu'il y a des gens, je disais tout à l'heure, qui ne savent pas gérer leurs émotions, mais est-ce que quelque part, il ne faudrait pas se mettre à leur place? Comme je disais, il y a une différence entre la sympathie et aussi l'empathie, mais se poser des très bonnes questions, pourquoi cette personne se comporte de telle manière? Je crois que c'est basique, parce que dans ma formation de juriste, on nous a appris, lorsqu'on a un cas d'un crime ou un délit, on fait ce qu'on appelle des enquêtes préalables, c'est-à-dire avant de rentrer dans l'origine du délit. Et on va toujours chercher les facteurs endogènes et exogènes qui ont causé l'acte, le fait que la personne pose cet acte. Mais il est toujours bien de se mettre à la place. Parce qu'aujourd'hui, ça peut être l'autre. Ça peut être... Peut-être c'est une déception amoureuse, ou bien il n'arrive pas à atteindre ses objectifs, les problèmes familiaux qu'on ne peut pas emmener au boulot, je suis d'accord, mais comprendre quand même, se mettre à la place de l'autre. Alors, Alpha, tu nous parlais des inconvénients. Vas-y, on t'écoute. Quels sont ces inconvénients? Des inconvénients de l'intelligence émotionnelle, si il y en a justement. Bien entendu, voilà. En fait, j'étais un peu dans... tu voulais développer sur Oui, j'étais un peu dans ces propos. Mais c'est ce point d'inconvénient là, j'espère qu'on va en aborder. Oui, t'inquiète pas, on va en parler. on va en parler. Voilà. Mais une relance par rapport à ces propos, qui est quand même un aspect qui est très intéressant. Mais parfois, je me pose la question de savoir, est-ce qu'on peut toujours être dans l'empathie? Est-ce qu'on peut toujours empathir? Pardon? Très bonne question. Oui, est-ce qu'on peut toujours empathir? J'ai suivi l'histoire de Pablo Escobar, mais finalement, sincèrement, je ne sais pas si moi, je pourrais me mettre si on peut comprendre, c'est-à-dire ou Hitler, voilà, ces gens-là. Mais quel exemple? Oui, Hitler, je prends Hitler, je le préfère, mais... Sincèrement, je ne peux pas penser comme Hitler, je ne peux pas comprendre que quelqu'un essaie de défendre Hitler. J'ai jamais vu un homonyme d'Hitler, moi. Je ne sais pas si c'est... Est-ce que ce n'est pas l'extrême aussi? Tu pourrais nous donner un autre exemple? Oui. Ils sont très nombreux. Hitler n'est pas le seul. Ils étaient nombreux, tu vois. C'était, comme je te l'ai dit, les Fidel Castro et tout ça. Ça dépend des situations, ça dépend des personnes. S'il faut se mettre tout le temps à la place de l'autre, avoir de l'empathie, ça dépend des personnes maintenant? Non, c'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle je dis, est-ce qu'on peut toujours empathir? On peut toujours le faire. Est-ce qu'on peut toujours empathir? Est-ce qu'on peut comprendre, par exemple, l'histoire du boucher de Lyon? Tu vois, Klaus Barbie. Est-ce qu'on peut comprendre l'histoire? Est-ce qu'on peut rentrer dans sa peau pour comprendre? Tu vois, c'est-à-dire c'est des gens sadiques. C'est des gens sadiques qui ont du plaisir à faire du mal à autrui. Alors c'est une question, je pense que Donatien veut y répondre. Je dirais oui, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toujours, c'est-à-dire que moi je suis de ceux qui pensent que lorsqu'il y a certaines conséquences, il y a toujours des origines. Est-ce qu'on n'est pas capable de remonter à l'origine? Parfois, c'est des enfants qui ont été battus toute leur vie. Très battus à un point où peut-être, et vous allez vous rendre compte, ou bien parfois c'est un enfant qui n'a pas eu la présence d'une mère. Et donc pour lui, il considère les femmes d'une certaine manière, il a une certaine image qui s'est faite, et là il faut qu'on le traite. Et la plupart du temps, toutes ces personnes qui posent des actes parfois invraisemblables, il y a toujours une cause. Il y a toujours une cause. Ce n'est pas quelque chose qui sort ex nihilo, de nulle part, et puis on dit, la personne est belle. Mais on savait que c'était un fou. Non, il n'était pas fou, mais il y a toujours une chose qui a été à l'origine. C'est comme aujourd'hui, par exemple, nous on traite des fous, mais est-ce qu'on traite pas aussi de fous? Alors, Daniel, être intelligent émotionnellement, qu'est-ce qu'on recherche en fait? Est-ce qu'on recherche une paix intérieure,
une paix avec les autres jusqu'à ce qu'on quitte ce monde ou pas? Je pense que c'est les deux. D'abord une paix intérieure. Et c'est cette paix intérieure-là qui pourra faire qu'on aura une paix avec les autres. Parce qu'on va transmettre cela. Et j'aimerais un petit peu revenir à l'empathie. Parce que c'est quelque chose que nous, dans le milieu, dans notre travail, on vit énormément. Aujourd'hui, les personnes empathiques, ce sont celles qui ont vécu en fait l'histoire de la personne. Ce sont les plus empathiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on parle de Jack l'Éventreur ou même du boucher de Lyon, si on tombe sur une personne qui a vécu ce parcours de Jack l'Éventreur, il saura pourquoi est-ce que Jack est devenu éventreur. Parce qu'il a vécu en fait ce que... Nous, on va voir juste ce côté de... C'est un éventreur, c'est un criminel. Mais la personne qui a vécu ce parcours, elle saura effectivement comprendre Jack l'Éventreur. Donc les plus empathiques, ce sont celles qui ont vécu l'histoire même de la personne. Aujourd'hui, on va dans un décès, on perd celui qui a perdu sa maman ou son papa, entre guillemets, et qui va, en fait, au décès d'un ami qui a perdu sa mère aussi, sera beaucoup plus empathique. Que celui qui dépend aussi, ça va dans les deux sens. Hein. Voilà, ça va dans les deux sens. Perdre son père et être il y en a qui ne ressentent aucune émotion. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne ressentent pas d'émotion. Mais il y a des gens, quand même, ils arrivent à ressentir ce que la personne ressent parce qu'elle a perdu un être cher. D'autres qui peuvent ne pas comprendre. Ils vont comprendre, mais pas aussi profondément que la personne en fait, qui est présente. Et Alpha, quand on gère bien ses émotions, quand on est intelligent émotionnellement, ça fait quoi sur sa santé en fait? Tout à l'heure, on a parlé de paix intérieure, peut-être qu'il y a d'autres aspects. Hein. Oui. Au-delà de cet aspect, il y a peut-être un autre que je vais prendre, c'est-à-dire on est en parfaite harmonie avec sa conscience et ça nous permet aussi d'éviter des maladies, c'est-à-dire d'éviter le stress, l'anxiété, tu vois, des maladies psychiques qui peuvent nous rendre fous, tu vois, parce qu'on est quand même, c'est-à-dire on est en bonne relation avec notre conscience, tu vois, et à partir de ce moment-là, je pense que la première des choses qu'on cherche d'abord, c'est ça, c'est d'être bien avec soi-même, après d'être bien avec les autres. Quand je sais que je n'ai pas fait du mal à Daniel ou au frère, je peux le regarder droit dans les yeux, même si je n'ai absolument rien à lui donner, parce que je sais que je n'ai absolument rien fait. Je peux passer sans qu'on ne m'interpelle pour dire « mais viens, tu as fait ceci ou cela ». Tu vois. Et, par exemple, moi j'ai une conception de la chose, parce que j'aime parfois ramener les choses à moi. Ce n'est pas par, comment on le dit cette expression, ce n'est pas par narcissisme, tu vois, mais on ne peut que parler de soi. Moi c'est ma conception. Il y a des gens qui disent c'est difficile de parler de soi, je ne suis pas d'accord avec eux. On ne peut parler que de soi, parce qu'on se connaît mieux que les autres. Justement, connais-toi toi-même, tu vois. Et, par exemple, à chaque fois que j'ai mon argent à la fin du mois, la première des choses d'abord que je fais, c'est d'élever le prix du loyer. Parce que quand je rentre le soir avec mon petit sac, je vois le bailleur en face de moi. Toujours quand je rentre à la maison, je lui dis bonsoir. Et je veux être en parfaite harmonie avec lui. Alors Alpha, justement, quand tu n'as pas ton argent de loyer, c'est stressant. Et tu as commencé déjà à aborder des points négatifs. Quand on n'arrive pas à gérer ses émotions, quelque part on est stressé. Et donc on invite à tous justement de bien gérer les émotions. C'est la fin de cette émission. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. À l'instant, Alpha, tu es journaliste. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Sirmi, c'est un plaisir. Et Daniel, conseillère commerciale, merci également à toi. Merci beaucoup Sirmi. Donatien, juriste, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Le plaisir est partagé. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt sur Média et portez-vous bien.